À 81 ans, Joyce Meyer ne demande plus la permission. Elle tranche, elle révèle, elle expose ce que des décennies de silence avaient soigneusement dissimulé. Et une question s'impose immédiatement comme une décharge électrique dans l'esprit de celui qui écoute. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après une vie entière consacrée à prêcher la foi, décide-t-elle soudain de dévoiler ses secrets les plus enfouis? Ce moment n'est pas une simple confession, c'est une fracture dans son propre récit, un point de rupture où l'image publique se fissure pour laisser apparaître une vérité plus brute, plus dérangeante, presque inconfortable et pourtant impossible à ignorer. Avant d'être cette figure mondiale, avant les foules, les caméras, les millions de regards tournés vers elle, Joyce Meyer, née Pauline Joyce Hutchinson en 1943 à Saint-Louis, n'était qu'une enfant plongée dans un monde instable. Une enfance marquée par l'absence et le retour brutal d'un père transformé par la guerre. Un homme revenu du front avec des cicatrices invisibles mais destructrices. Et c'est là que tout bascule, dans le silence des murs familiaux, dans une réalité que peu osent nommer, mais qu'elle, des années plus tard, aura le courage d'affronter publiquement. Ce qu'elle a vécu n'est pas seulement une épreuve, c'est une empreinte, une marque indélébile qui aurait pu définir toute son existence. Et pourtant, elle refuse cette fatalité. Elle refuse de devenir le produit de sa douleur. Elle refuse de laisser son passé écrire son avenir. Et c'est précisément là que commence le paradoxe fascinant de son histoire. Car comment une personne brisée dans l'intimité peut-elle devenir une voix d'espoir pour des millions d'autres ? La réponse ne vient pas immédiatement. Elle se construit lentement, dans des moments invisibles, dans des décisions silencieuses, dans une quête intérieure que personne ne voit, mais qui transforme tout. Et c'est en 1976, dans un instant presque banal en apparence, que tout explose. Une voiture en mouvement, une routine quotidienne, et soudain une voix, claire, distincte, impossible à ignorer, qui l'appelle par son nom. Un moment qu'elle décrira comme une renaissance, une rupture totale avec celle qu'elle était auparavant. À partir de cet instant, Joyce Meyer ne marche plus dans la même direction. Elle change de trajectoire, elle s'engage dans une mission qui dépasse sa propre histoire. Mais ce qui rend ce tournant si puissant, c'est qu'il ne s'accompagne pas d'aucune garantie, aucun plan, aucune certitude, seulement une conviction brûlante, presque irrationnelle qu'elle doit parler, qu'elle doit transmettre, qu'elle doit transformer sa douleur en message. Elle commence là où personne ne regarde, dans un petit restaurant, tôt le matin, devant un groupe restreint, sans projecteur, sans reconnaissance, mais avec une intensité qui attire, qui intrigue, qui retient. Et peu à peu, quelque chose d'invisible se produit. Les gens reviennent, puis amènent d'autres personnes, et sans bruit, sans stratégie apparente, une communauté se forme autour d'elle, fascinée non pas par une perfection inexistante, mais par une authenticité rare. Ce qui distingue Joyce Meyer, ce n'est pas seulement sa connaissance des textes, c'est sa capacité à connecter la parole spirituelle à la réalité brute de la vie quotidienne. Elle ne parle pas d'un piédestal, elle parle depuis ses blessures. Et c'est précisément cela qui rend ses mots si puissants, presque dérangeants, car ils obligent chacun à se confronter à sa propre vérité. Son ascension devient alors inévitable. Elle rejoint le Life Christian Center à Fenton, Missouri. Et en peu de temps, elle passe du statut d'enseignante à celui de pasteur associé. Une progression rapide, presque fulgurante, mais qui ne doit rien au hasard, car derrière chaque discours, chaque intervention, il y a cette énergie singulière, ce mélange de vulnérabilité et de force qui capte l'attention et la retient. L'Église grandit, s'étend, attire, et avec elle, l'influence de Joyce Meyer dépasse les frontières locales. Elle devient une voix, puis une présence, puis une figure incontournable, et pourtant, au cœur de cette montée, une tension persiste, invisible mais réelle. Une tension entre l'image publique et les réalités privées, entre ce qu'elle montre et ce qu'elle garde encore enfoui. En 1985, elle prend une décision qui va tout changer. Elle quitte la sécurité de son rôle pour créer son propre ministère, Joyce Ministries, un choix risqué, presque imprudent aux yeux de certains, mais qui marque un tournant décisif, car c'est à partir de ce moment que son message commence à traverser les frontières, à atteindre des millions, puis des millions de personnes. La radio devient son premier amplificateur, une voix diffusée à travers plusieurs villes, une voix qui entre dans les maisons, dans les voitures, dans les moments de solitude, et très vite, l'impact est immédiat, presque viral avant l'heure. Les auditeurs ne se contentent pas d'écouter, ils se ressentent, ils s'identifient, ils s'accrochent. Puis vient la télévision, et là, tout change d'échelle. Joyce Meyer n'est plus seulement une voix, elle devient une présence, une figure familière, une énergie qui traverse l'écran. Et son influence explose, atteignant un public qu'elle n'aurait jamais pu toucher autrement, franchissant les barrières géographiques, culturelles, émotionnelles.
Mais derrière cette expansion fulgurante, une autre question commence à émerger, plus subtile, plus dérangeante, une question que peu osent formuler à voix haute, mais qui grandit dans l'ombre. Que se passe-t-il lorsque le succès spirituel rencontre la réalité matérielle, lorsque la foi s'accompagne de richesse, lorsque l'image d'une guide spirituelle se mêle à une image de femme vivant dans l'abondance? Et c'est là que l'histoire prend une direction inattendue, car ce qui devait être un récit de foi et de résilience commence lentement à se transformer en un terrain de débat, de critique, de doute, et ce n'est que le début d'un affrontement bien plus profond entre perception et vérité. Dans la prochaine partie, tout bascule, les critiques éclatent, les révélations s'intensifient et l'image de Joyce Meyer est confrontée à l'une des plus grandes tempêtes de sa vie. Une tempête qui va tester non seulement sa réputation, mais aussi la solidité même de sa mission. Partie 2. La foi face au feu des critiques. Le jour où tout commence à vaciller, ce n'est pas une chute brutale, mais une fissure qui s'élargit lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et une question surgit avec une intensité troublante. Que vaut un message de foi lorsque celui qui le porte est accusé de vivre dans l'excès? Joyce Meyer, devenue une figure incontournable, une voix mondiale, se retrouve soudain au centre d'un débat qui dépasse sa propre personne. Un débat où la foi, l'argent et la perception publique s'entrechoquent violemment. Au début, ce ne sont que des murmures, des interrogations discrètes, mais très vite, ces murmures deviennent des accusations, amplifiées par les médias, disséquées par les critiques et exposées au grand jour comme une contradiction apparente entre le message prêché et le mode de vie affiché. Car oui, Joyce Meyer possède des propriétés, voyage en jet privé et vit dans un confort que certains jugent incompatible avec son rôle spirituel. Ce contraste dérange, il intrigue, il provoque et surtout il divise, car tandis que certains voient en elle une femme bénie, récompensée pour son engagement, d'autres perçoivent une incohérence, une faille, une distance entre les paroles et les actes. Et cette tension devient un véritable champ de bataille médiatique où chaque détail est scruté, analysé, amplifié. En 2003, tout explose véritablement, lorsqu'une enquête approfondie met en lumière des chiffres, des biens, des dépenses, et soudain, l'histoire change de ton. Elle n'est plus seulement celle d'une survivante devenue leader, elle devient celle d'une femme dont la réussite est questionnée. Et les images frappent fort, un jet privé estimé à plusieurs millions de dollars, des objets de luxe, des bureaux somptueux, autant d'éléments qui alimentent une perception de décalage. Mais ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est la réponse de Joyce Meyer, une réponse directe, sans détour, presque provocante dans sa simplicité. Elle affirme ne pas avoir à s'excuser d'être bénie. Une phrase qui résonne puissamment chez ses partisans, mais qui, en parallèle, intensifie les critiques, comme si chaque mot ajoutait du carburant à un feu déjà bien allumé. Et pourtant, au cœur de cette tempête, une autre réalité persiste, moins visible, moins médiatisée, celle des actions humanitaires, des programmes d'aide, des initiatives qui touchent des milliers de vies dans l'ombre. Mais dans un monde dominé par les perceptions, ce qui est visible l'emporte souvent sur ce qui est invisible. Et Joyce Meyer doit faire face à cette dualité permanente entre ce qu'elle fait et ce que l'on voit. Puis survient un événement qui dépasse toutes les controverses financières, un choc brutal, inattendu, presque irréel. En 2009, un drame éclate au sein même de son entourage professionnel. Un membre clé de la sécurité est impliqué dans une tragédie familiale d'une violence extrême. Et soudain, l'attention se détourne des questions d'argent pour se concentrer sur une réalité bien plus sombre, bien plus dérangeante. Ce moment marque un tournant émotionnel, car il ne s'agit plus seulement d'image ou de réputation, mais de responsabilité, de sécurité, de décisions humaines aux conséquences irréversibles. Et même si Joyce Meyer n'est pas directement impliquée, l'onde de choc atteint son ministère, mettant en lumière des failles, des questions, des inquiétudes profondes. Face à cette accumulation de tensions, une nouvelle interrogation s'impose, plus intime, presque silencieuse. Combien de pression une personne peut-elle supporter avant de céder, avant de changer, avant de se transformer? Et c'est là que Joyce Meyer surprend encore une fois, non pas en reculant, mais en ajustant, en modifiant certains aspects de sa gestion, notamment en réduisant son salaire. Un geste perçu par certains comme une réponse aux critiques, par d'autres comme une stratégie nécessaire pour préserver la crédibilité de son ministère. Mais même cette décision ne suffit pas à faire taire les débats, car une fois que le doute s'installe, il devient difficile à effacer. Et chaque action, chaque déclaration, chaque choix est interprété, analysé, parfois déformé, dans un cycle sans fin où la perception publique devient presque une entité indépendante.
Et pourtant, au milieu de cette pression constante, Joyce Meyer continue. Elle parle, elle enseigne, elle écrit, elle avance avec une détermination qui semble inébranlable, comme si chaque attaque renforçait paradoxalement sa conviction, comme si chaque attaque nourrissait son engagement plutôt que de l'affaiblir. Puis, dans un geste inattendu, qui surprend même ses fidèles, elle révèle à l'âge de 79 ans s'être fait ses premiers tatouages. Un détail qui pourrait sembler anodin, mais qui, dans le contexte de la communauté chrétienne, provoque une nouvelle vague de réactions. Un mélange de surprise, d'incompréhension et parfois de rejet. Car ce choix brise encore une fois les attentes, les normes, les images établies. Mais derrière ce geste, il y a un message, une déclaration d'indépendance spirituelle, une affirmation que la foi ne se limite pas à des apparences, qu'elle ne doit pas être enfermée dans des règles rigides imposées par les autres. Et une fois de plus, Joyce Meyer refuse de se conformer à ce que l'on attend d'elle, choisissant plutôt de redéfinir les contours de son identité publique. Alors que les années passent, une chose devient claire. Son histoire n'est pas linéaire, elle est faite de contrastes, de tensions, de contradictions apparentes, et c'est précisément ce qui la rend si captivante, car elle incarne à la fois la foi et la controverse, la résilience et la critique, la lumière et les zones d'ombre. Mais le moment le plus inattendu reste encore à venir, car après des décennies à construire, défendre, expliquer, Joyce Meyer prend une décision qui va relancer toutes les discussions. Une décision qui ne concerne plus seulement son image, mais la manière dont elle choisit de gérer sa vérité, ses finances et son héritage. Dans la prochaine partie, tout se resserre, les révélations deviennent personnelles, les choix deviennent irréversibles, et la question finale prend forme. Joyce Meyer est-elle en train de protéger son œuvre ou de réécrire complètement son histoire ? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Joyce Meyer n'était qu'une version incomplète de la vérité, une façade construite au fil des années pour protéger une réalité bien plus complexe, bien plus humaine et surtout bien plus dérangeante que ce que l'on imaginait. À 81 ans, elle ne se contente plus de répondre aux critiques, elle choisit de reprendre le contrôle du récit, de dévoiler ce qu'elle avait soigneusement gardé sous silence, et ce choix n'est pas anodin. Il marque un tournant définitif, un moment où l'image publique et la vérité personnelle cessent de coexister pour enfin se confronter. Depuis des décennies, Joyce Meyer avance avec une certitude apparente, une force qui semble inébranlable. Mais derrière cette solidité, il y a eu des doutes, des moments de fragilité, des instants où même elle s'est interrogée sur la direction de son propre ministère, sur les décisions prises, sur les sacrifices imposés. Et aujourd'hui, elle décide de ne plus cacher ses zones d'ombre, comme si révéler ses failles était devenu une nécessité pour préserver l'essentiel. L'une des révélations les plus marquantes concerne ses finances, un sujet qui a longtemps alimenté les critiques et les spéculations. Mais cette fois, elle ne contourne pas la question, elle l'affronte directement. Elle explique, elle détaille, elle assume et surtout, elle justifie ses choix avec une clarté qui déstabilise autant qu'elle intrigue. Car elle annonce avoir réduit volontairement son salaire, un geste qui pourrait sembler stratégique, mais qu'elle présente comme une décision profondément personnelle, presque spirituelle. Mais ce n'est pas tout, car dans un retournement inattendu, Joyce Meyer révèle également avoir changé sa manière de gérer les revenus issus de ses livres. Un choix qui divise immédiatement, puisqu'elle décide de conserver une partie des bénéfices, là où auparavant ses revenus étaient entièrement reversés à son ministère. Et cette décision soulève une question essentielle, presque inévitable. Peut-on être à la fois leader spirituel et bénéficiaire direct de son propre message, sans perdre en crédibilité ? Ce dilemme devient le cœur du débat. Certains y voient une évolution logique, une reconnaissance du travail accompli, une forme d'équilibre entre engagement personnel et responsabilité organisationnelle, tandis que d'autres perçoivent une rupture avec les valeurs qu'elle a longtemps défendues. Et encore une fois, Joyce Meyer se retrouve au centre d'une polarisation intense entre admiration et scepticisme. Mais ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est qu'elle ne cherche pas à apaiser tout le monde. Elle ne tente pas de lisser son image. Au contraire, elle affirme avec une franchise presque déconcertante qu'elle n'a pas l'intention de changer qui elle est. Comme si, après des années à être observée, jugée, analysée, elle avait atteint un point où l'approbation extérieure n'était plus une priorité. Et derrière cette posture, il y a une stratégie plus profonde, une volonté de redéfinir les règles du jeu, de montrer que la foi n'est pas une performance, qu'elle n'est pas une image parfaite à maintenir, mais une réalité vivante, imparfaite, en constante évolution. Et c'est peut-être là que réside le véritable twist de son histoire, car au lieu de fuir les critiques, elle les intègre, elle les transforme, elle les utilise comme un levier pour renforcer son message.
Elle évoque également les débuts difficiles de son ministère, des moments où les ressources étaient limitées, où l'avenir semblait incertain, où chaque décision pouvait faire basculer l'équilibre fragile de l'organisation. Et en partageant ses souvenirs, elle casse une autre illusion, celle d'un succès immédiat, d'une ascension sans obstacle, rappelant que derrière chaque réussite visible, il y a des années de lutte invisible. Ce retour en arrière n'est pas nostalgique, il est stratégique. Il sert à reconnecter son présent à ses origines, à montrer que malgré la richesse, malgré la notoriété, malgré les controverses, le cœur de son engagement reste le même. Aider, transmettre, soutenir, et cette constance devient un argument puissant face aux critiques. Une manière de dire que l'essence de son travail n'a jamais changé, même si sa forme a évolué. En parallèle, Joyce Meyer insiste sur l'impact concret de son ministère, les actions humanitaires, les programmes d'aide, les initiatives qui continuent de transformer des vies à travers le monde. Et elle rappelle que ces résultats ne sont pas théoriques, ils sont réels, mesurables, tangibles, comme pour rééquilibrer une perception souvent focalisée sur les aspects matériels plutôt que sur les conséquences humaines. Mais malgré ces explications, malgré cette transparence accrue, une tension persiste, car la question de la perception ne disparaît jamais totalement, elle évolue, elle se transforme, mais elle reste présente, comme une ombre qui accompagne chaque prise de parole, chaque décision, chaque révélation. Et c'est peut-être là que réside la véritable complexité de Joyce Meyer, dans cette capacité à exister simultanément dans deux réalités. Celle d'une femme profondément engagée dans sa foi et celle d'une figure publique constamment exposée au jugement. Une dualité qui ne peut jamais être totalement résolue, mais qui définit précisément son parcours. Alors, en révélant ses choix, en assumant ses décisions, en exposant ses contradictions, elle ne cherche pas seulement à répondre aux critiques. Elle redéfinit la manière dont elle veut être perçue, non pas comme une figure parfaite, mais comme une personne réelle, avec ses forces, ses failles, ses convictions et ses choix parfois controversés. Et maintenant que tout est sur la table, que les secrets ont été partagés, que les décisions ont été expliquées, une dernière question reste en suspens, plus personnelle, plus directe, presque impossible à éviter. Face à tout ce que vous venez d'entendre, voyez-vous Joyce Meyer comme une femme fidèle à sa mission malgré les tempêtes, ou comme une figure qui a progressivement redéfini ses propres règles au risque de brouiller son message? Quand une vie entière est exposée, disséquée, jugée, il ne reste plus qu'une seule chose à décider. Comment veut-on être retenu? Et c'est précisément là que Joyce Meyer se tient aujourd'hui, à la frontière entre ce qu'elle a construit et ce que le monde choisira d'en garder. Et une question brûle désormais plus que toutes les autres. Après tout ce qu'elle a révélé, après toutes les tempêtes traversées, son héritage sera-t-il celui d'une femme de foi inébranlable ou d'une figure controversée ayant redéfini les limites du rôle spirituel? Car au-delà des critiques, au-delà des révélations, il y a une réalité que même ses détracteurs ne peuvent ignorer. L'impact colossal de son œuvre, des millions de vies touchées, des histoires transformées, des personnes qui, dans leurs moments les plus sombres, ont trouvé dans ses paroles une force inattendue, une direction, une raison de continuer. Et cette dimension-là ne peut être effacée, elle dépasse les débats, elle s'inscrit dans le vécu de ceux qui ont été marqués par son message. Mais l'histoire de Joyce Meyer ne se résume pas à des chiffres ou à une influence globale. Elle se joue aussi dans cette tension constante entre admiration et suspicion, entre inspiration et interrogation. Une tension qui, au fil du temps, est devenue une partie intégrante de son identité publique, presque indissociable de son nom, comme si chaque avancée s'accompagnait inévitablement d'un doute, chaque succès d'une remise en question. Et pourtant, ce qui frappe le plus, ce n'est pas la controverse elle-même, mais la manière dont elle l'a traversée, sans jamais disparaître, sans jamais se retirer, en continuant à parler, à enseigner, à écrire, comme si l'opposition n'était pas un obstacle, mais une composante normale de son parcours, un élément qu'elle a appris à intégrer plutôt qu'à combattre. Dans cette dernière phase de sa vie, Joyce Meyer ne cherche plus à convaincre tout le monde. Elle semble avoir atteint un point où l'authenticité prime sur l'approbation, où dire sa vérité devient plus important que plaire. Et ce changement est subtil, mais fondamental, car il transforme la manière dont son message est perçu, le rendant plus brut, plus direct, parfois plus dérangeant, mais aussi plus humain. Elle continue de soutenir des actions humanitaires, de financer des programmes, d'aider des communautés, et malgré les critiques persistantes, ces actions restent le socle concret de son engagement, une preuve tangible que son ministère ne se limite pas à des discours, mais s'inscrit dans une réalité d'aide et de soutien. Et c'est précisément ce contraste entre perception et action qui rend son histoire si difficile à juger de manière simple. Car juger Joyce Meyer, c'est accepter de naviguer dans une zone grise, là où les certitudes s'effacent, où les réponses deviennent nuancées, où une même personne peut être à la fois source d'inspiration et objet de controverse.
Et c'est peut-être cette complexité qui dérange le plus, car elle refuse les conclusions faciles, les jugements rapides, les étiquettes simplistes. Et puis il y a cette dernière dimension, plus silencieuse, plus intime, celle du temps. Car à 81 ans, chaque décision prend une résonance différente, chaque révélation devient un fragment d'héritage, chaque parole une trace laissée pour ceux qui resteront. Et dans cette perspective, ces choix récents ne sont plus seulement des réponses aux critiques, ils deviennent des éléments de conclusion, des pièces finales dans une histoire longue, dense, parfois contradictoire, mais toujours intense. Alors, que reste-t-il réellement lorsque tout a été dit, lorsque les secrets ont été révélés, lorsque les débats ont atteint leur apogée ? Peut-être simplement une trajectoire humaine, imparfaite, mais puissante, une trajectoire qui rappelle que la foi, comme la vie, n'est jamais linéaire, qu'elle est faite de chutes, de doutes, de renaissances, et que c'est précisément dans ces imperfections que réside sa force. Joyce Meyer laisse derrière elle bien plus qu'un ministère. Elle laisse une question ouverte, une réflexion sur la nature même de la foi, sur la manière dont elle s'exprime, sur les limites entre conviction personnelle et responsabilité publique. Et cette question, désormais, ne lui appartient plus. Elle appartient à chacun de ceux qui ont suivi son parcours. Alors, après avoir entendu son histoire, après avoir traversé ses lumières et ses ombres, après avoir découvert ses révélations les plus intimes, êtes-vous prêt à porter votre propre jugement ou préférez-vous accepter que certaines vies ne peuvent pas être résumées, qu'elles doivent simplement être comprises dans toute leur complexité ?